Salut tout le monde, bienvenue aux nouveautés otaku de la semaine, je m'appelle Amé et je suis là donc pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec. Avant de commencer, comme toujours, n'hésitez pas à me partager vos lectures de la semaine, commenter cette vidéo, quels ont été vos coups de cœur, est-ce qu'il y a des nouveautés que je vais présenter, que vous avez déjà lues, que vous avez aimé, pas aimé, bref, n'hésitez pas à me donner votre avis. Alors, le programme pour aujourd'hui, j'ai un manga historique vraiment intéressant. J'ai la nouvelle série de Ayu Watanabe, l'auteur de LDK. J'ai aussi une comédie romantique plutôt drôle. Et puis également une réédition très attendue et surtout la nouveauté la plus attendue de la semaine, c'est l'adaptation manga de La Guerre des mondes de H.G. Wells. On va commencer par mon manga historique de la semaine. Alors c'est Vlad Dracula. C'est en fait l'histoire de Vlad III qui était le prince de Valachie, alors qui est un tout petit pays qui n'existe plus en Europe de l'Est, et vous aurez bien sûr noté son nom de Dracula. En fait c'était son vrai nom et c'est un personnage historique qui aurait inspiré le personnage fictif du conte de Dracula dans l'œuvre de Bram Stoker et ensuite tous les vampires qui ont suivi. En fait c'était un prince extrêmement sanguinaire qui était surnommé l'Empaleur parce que il avait pour réputation de prendre ses dîners au grand air, très somptueux, devant une forêt de pales avec les corps de ses ennemis empalés. Bref, un personnage assez sombre qu'on découvre dès sa jeunesse, au moment où il commence à être prince. Puis quand il débarque sur le trône, il va se rendre compte que en fait, le souverain du pays n'est qu'un pantin et que ce sont les nobles qui se sont attribués le pouvoir et qui sont complètement corrompus et qui asservissent la population, qui appauvrissent, qui s'attribuent les impôts bien sûr. Et donc il va chercher à rétablir cette situation. Fait qu'il y a quand même il y a quand même une volonté de servir son peuple derrière le personnage sanguinaire qu'on imagine, et on nous décrit ce prince d'une manière assez neutre en fait, même si cette légende s'appuie sur le fait qu'il était réputé pour être extrêmement terrifiant et craint, on nous le présente sous un jour où on nous présente aussi les aspects positifs de sa personnalité puisqu'il aurait apporté pour son pays. Alors, pays en guerre, pays pauvre, donc on va retrouver bien sûr beaucoup d'actions, beaucoup de combats. Ce premier volume n'est pas tellement sanguignolant, on va dire, c'est vraiment plus de la politique, tous les jeux politiques, les complots, tous les pions de ce jeu d'échecs qui commencent à se mettre en place. Et si vous aimez les mangas historiques, c'est très cool. Je recommande vraiment ça à ceux qui auraient aimé Ad Astra par exemple. Donc un beau mélange d'action, de politique et d'historique. Donc c'est Vlad Dracula avec une super belle couverture. Je ne sais pas si vous le verrez sur la vidéo, mais avec un espèce de papier un peu vieilli sur le cover, c'est superbe. Très attendu, la nouvelle série de l'auteur de LDK, Ayu Watanabe, ça s'appelle Men's Life. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a un jumeau. Ils se ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau, mais par contre, au niveau physique, ils se ressemblent, mais par contre, au niveau de la personnalité, ils ont une personnalité vraiment complètement opposée. Son jumeau à elle, il est parti dans un pensionnat où il s'éclate avec ses amis, il est comme super bon à l'école, super populaire, c'est un espèce de chef de file de sa gang, et puis, alors que elle est toujours un peu reclue dans son coin, elle aime ça être dans sa chambre, faire ses affaires toute seule, donc deux personnalités très différentes. Puis, un jour, son frère rentre pour la fin de semaine et il va lui dire « Écoute, je suis tombé amoureux d'une fille. Le truc, c'est qu'elle part étudier en Australie. Moi aussi, je veux aller en Australie. Mais là, je suis au pensionnat, je peux pas. Je vais te demander un service, ma petite sœur. Est-ce que tu voudrais bien échanger ta place avec moi, prendre ma place au pensionnat, puis moi, je prendrai ta place et je dirai que je veux aller étudier en Australie. » Bon, évidemment, elle est pas mal réticente au début, hein, mais elle va finir par accepter et elle va aller prendre la place de son frère dans le pensionnat. Puis son frère, il pratique le volleyball. Et donc, quand elle va arriver dans cette équipe, elle est très impressionnée, mais d'une part parce qu'elle ne sait pas pantoute jouer au volleyball, mais aussi parce qu'il y a un garçon qui est extrêmement beau et impressionnant, qu'on voit juste ici, comme beaucoup de charisme le garçon, très attentionné également, qui va comme un peu la prendre sous son aile. Tiens, le voilà encore, il est quand même pas pire, moi je dois dire.
Donc elle va immédiatement tomber sous le charme de ce gars-là, mais évidemment elle ne doit pas révéler qu'elle a pris la place de son frère. Donc toutes les quiproquos vont se jouer à ce niveau-là. Puis ce qui va se passer, c'est que son frère, que je vous ai dit, il était dans un pensionnat, c'était des dortoirs. Fait que là, elle va se retrouver à colloquer un petit peu avec ce gars-là, entre autres. Donc gros moment de solitude, on est un peu sur, comme je disais, des quiproquos, des moments drôles. Dans le style de LDK, on reste vraiment dans ce même type d'humour. C'est vraiment frais, avec des personnages qui sont intéressants, qui sont attachants. Donc c'est une auteure qui maîtrise très très bien ses histoires et avec toujours beaucoup de personnages qui vont intervenir auprès de nos personnages principaux, qui sont super intéressants. La seule chose que je pourrais déplorer, c'est un petit peu les arrière-plans qui sont extrêmement remplis de trames et qui ne sont pas très travaillés, mais au niveau des personnages et du dessin, c'est fantastique. Donc c'était Men's Life, la nouvelle série de l'auteur de LDK. Dans un autre registre, j'ai reçu un livre de jeu qui s'appelle Joue avec Mario, qui est en fait un petit recueil avec plein de jeux, des énigmes, des labyrinthes. C'est vraiment axé sur les enfants. Alors voilà, le labyrinthe de tuyaux de Mario. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, je vous avais présenté un livre similaire avec Zelda, où on suivait les aventures de Link. Voilà, il y a un truc de coloriage. Avec plein de petits jeux pour occuper les enfants pendant que vous lisez vos mangas préférés et que vous voulez pas être dérangé. Voilà, donc c'est Joue avec Mario. Dans les livres informatifs, j'ai aussi reçu une autobiographie de l'auteur de Captain Tsubasa, donc sur la création de l'œuvre. C'est vraiment super intéressant, ça part de la naissance du mangaka, de la naissance de sa vocation. Il faut savoir qu'avant d'avoir la vocation d'être mangaka, il avait la vocation de devenir champion de baseball. C'était son sport favori, comme beaucoup de Japonais. Puis finalement, il s'est mis plutôt dans le soccer pour son manga. Donc il explique un petit peu comment il en est arrivé à faire une des œuvres sportives les plus connues au monde et les plus vendues. Donc beaucoup de textes, là je vous montre les images, mais beaucoup de textes parce que c'est une autobiographie, puis assez assorti de petites gravures en couleur qui sont super sympas. Donc vraiment très intéressant, autant au niveau de comment on construit un manga, puis comment on connaît le succès, autant que d'avoir le feedback de la vie d'un auteur quand même assez mythique. Donc c'est comment j'ai créé Captain Tsubasa. Vous le savez, ça m'arrive souvent d'avoir des séries qui sont rééditées dans des packs promotion 2 pour 1. Cette semaine, c'est le tour de Jagan. Jagan, c'est une série un peu de survival, action qui bouge énormément. Encore une fois, quand c'est sous plastique comme ça, je ne peux pas vraiment vous montrer, mais vous voyez qu'il a une main un peu bizarre. En fait, c'est une histoire, c'est un peu à la Parasite, une invasion d'extraterrestres qui envahissent le corps des êtres humains, qui les modifient et qui font tout simplement qui s'entre-dévorent et qui finissent par mourir parce que leur corps n'est pas capable de supporter le parasite. Donc vraiment très très inspiré de l'histoire de Kiseiju. Et ce qui va se passer, c'est que notre héros, il va être capable, un petit peu comme Shinichi dans Parasite, d'absorber ce parasite et de le tourner à son avantage finalement. Donc ça va lui donner certains pouvoirs qui vont lui permettre de lutter contre les envahisseurs. Même si c'est une série qui est un petit peu parvenue, parce qu'on se rend compte que il y a comme des influences qui ont été piochées un peu partout. Outre Parasite, on va retrouver des influences de I Am a Hero, de Last Year in Yashiki, j'en passe. Il y a vraiment un espèce de melting pot là-dedans. Outre ça, il y a tellement d'action, ça bouge tellement, puis le dessin est malade. C'est une série qui est assez addictive, je vous avoue. Donc c'est Jagan, n'hésitez pas à la commencer, ça coûte pas cher, 2 pour 1. J'ai reçu également un yaoi cette semaine qui s'appelle Comment défier le destin. Alors, au Japon, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une légende, une espèce de légende urbaine qui veut que quand on est amoureux d'une personne et quand c'est la personne qui nous est destinée, il y a un fil rouge qui se lie entre les 2 petits doigts des 2 personnes qui sont destinées à vivre ensemble et que ce fil ne se défera jamais. Si certains aiment le cinéma japonais, vous avez peut-être vu le film de Takeshi Kitado sur les amants enchaînés, là, qui parle exactement qui se base exactement sur cette légende-là. Et donc comment défier le destin part de cette légende également. Donc on suit un jeune homme qui est capable de voir ces fils. Normalement ce sont des fils invisibles, on ne sait pas qui est la personne qui nous est destinée. Mais lui, il est capable de voir ces fils, et donc il est capable aussi de les rompre pour les personnes qui... Oui, ok, cette personne, elle m'était destinée, mais j'ai vraiment pas envie de vivre avec elle, finalement. Fait qu'il en a fait sa job, c'est assez lucratif pour lui. Et un jour, un de ses clients
va faire appel à lui pour rompre un fil d'une fille qui fait juste le stalker et il va littéralement fondre en amour devant ce garçon qui est assez innocent. C'est de là que va partir notre histoire. C'est un one-shot qui est réservé à un public 16 ans et plus. Ça s'appelle Comment défier le destin. On reste sur de la romance, plus précisément de la comédie romantique avec Masamune Kun's Revenge, donc la revanche du jeune Masamune. Les 2 premiers volumes sont sortis en même temps. Je vais garder juste le tome 1 pour l'instant dans les mains. Masamune, en fait, c'est un jeune garçon qui a subi qui a été beaucoup bully quand il était petit, parce qu'il était gros. Et en fait, c'était vraiment pas bien accepté par au Japon. C'est vrai que c'est un problème encore aujourd'hui d'être différent parce qu'on est plus gros que les autres. C'est très mal accepté, malheureusement, encore aujourd'hui. Et donc, il s'est fait beaucoup persécuter, et notamment par une jeune fille qui était sa voisine en fait, qui s'appelle Aki. Et il a beaucoup souffert. Finalement, en grandissant, il s'est fait un peu élever par son grand-père. Son grand-père lui a dit « Ok, si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu maigrisses. » C'est bizarre à te dire comme ça, mais c'est un peu ça qui s'est passé. Puis il lui a fait faire un entraînement sportif comme super intensif et qu'il est redevenu d'une taille, disons, qui est dans la norme par rapport à ce qui est accepté au Japon. Je reprécise que je ne suis pas d'accord avec ça particulièrement, mais c'est ça qui est ça. Et donc, arrivé au cégep, il va retrouver Aki, son ancienne voisine qui l'a persécutée, et il va décider qu'il va tout faire pour la faire tomber amoureuse de lui, pour la jeter ensuite, afin de la faire le plus souffrir possible, comme elle l'a fait souffrir. Donc, il va user de tous les stratagèmes possibles et imaginables pour se rapprocher d'elle, mais elle est un petit peu inaccessible comme jeune fille, elle est assez froide, et il va se rendre compte que cette froideur cache un secret. Donc c'est Masamune Kun's Revenge, et vous avez les 2 volumes qui sont sortis à date. Ça ressemble un petit peu dans le style, si vous voulez, à My Teen Romantic Comedy is Wrong. C'est vraiment dans ce même style-là, donc si vous avez aimé My Teen Romantic Comedy, vous allez probablement aimer Masamune Kun's Revenge. J'ai un livre qui est... C'est censé être un livre pour enfants, mais c'est comme... pas tant un livre pour enfants. Ça s'appelle Oui, le Club des Chats. C'est la suite d'un autre qui s'appelait Le Club des Chats. C'est un manhwa écrit par une auteure donc coréenne qui s'appelle Yoon Sun Park, et avec des petites histoires courtes humoristiques qui mettent des chats en scène. Le truc, c'est que c'est vraiment un humour complètement potache et complètement décalé, donc c'est pas un humour qui s'adresse aux enfants. En fait, quand on ouvre le manga, le manhwa plutôt, déjà tout est en couleur, ce qui est moins habituel pour nous, et on a l'impression que c'est dessiné pour les enfants. Le style fait un peu dans le style des Simpsons, avec cette espèce de grands yeux puis de bouche déformée, pas de dents. En fait, on va se rendre compte que l'humour est pas pantoute fait pour les enfants, parce qu'il faut vraiment s'accrocher pour arriver à comprendre ce que l'auteur avait dans la tête. C'est complètement décalé. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, j'ai pas tant accroché, et pourtant j'aime ça, l'humour décalé, mais j'ai pas toujours vu où l'auteur voulait s'en aller. Donc, c'est Où est le Club des Chats, et c'est un album, en fait, c'est un one-shot, mais elle fait plusieurs séries d'albums qui se passent en fait dans ce monde où les chats sont rois. Un livre informatif sur l'architecture japonaise, ça s'appelle Architecture du futur Japon, utopie et métabolisme. C'est très universitaire, très très sérieux comme livre, beaucoup de textes, quelques images, mais on n'est pas dans les images impressionnantes comme on voit les gros buildings super bizarres au Japon qui ont fait un peu la réputation de Tokyo. On est vraiment plus sur de l'architecture de tous les jours, et aussi comment est-ce que le Japon a influencer l'architecture mondiale, internationale, et également évidemment la tradition de l'architecture. Donc un livre très très informatif et très très sérieux sur l'architecture du Japon. Une réédition que j'attendais énormément, même si c'est une multiple réédition, là ça fait au moins la 3e depuis peu, c'est Dragonhead. Dragonhead, je vous le cache pas, c'est une de mes séries préférées. Donc là on a une réédition pour un peu les 20 ans de Pika, si je me rappelle bien, avec une couverture sombre qui est bien plus belle que la couverture jaune qu'ils avaient fait précédemment.
Dragonhead, c'est du post-apocalyptique. Ceux qui ont vu mon live la semaine dernière sur le post-apo, je vous en ai parlé un peu en long, en large et en travers, mais je vais reprendre pour ceux qui n'auraient pas vu mon live. Dragonhead a été écrit dans les années 90 et en fait on suit, il concrétise toutes les peurs intrinsèques des Japonais sur le côté très éphémère de la vie et sur l'épée de Damoclès qui pèse au-dessus de leurs épaules de est-ce qu'il va y avoir une catastrophe naturelle, un tsunami, une explosion de volcan, un tremblement de terre qui va nous arriver demain sur la face. Donc on suit une classe qui part en voyage scolaire, ils sont dans le train, dans le Shinkansen, et à un moment donné, ils passent dans un tunnel pour passer sous une montagne. Et pendant qu'ils sont dans ce tunnel, il y a un tremblement de terre qui fait dérailler le train. C'est un gros tremblement de terre, puis quand notre héros se réveille, le train ressemble à peu près à ça. Alors, il se rend compte qu'il y a assez peu de survivants, ils sont en fait 3. Ils vont sortir de ce train, ils sont dans le noir complet, et c'est ça qui va être impressionnant avec Dragonhead, c'est qu'on va pendant des volumes et des volumes être dans le noir, et c'est très oppressant, et l'ambiance qui est rendue est extrêmement impressionnante. Nos 3 héros vont essayer de sortir du tunnel, ils vont se rendre compte qu'un éboulement a bouché le tunnel avec des pierres à l'entrée et à la sortie, très exactement comme ceci. Il y a une rumeur qui dit que l'auteur de Dragonhead, Minetaro Mochizuki, c'est l'auteur qui a dessiné le plus de roches dans sa vie. Vous pouvez comprendre pourquoi. Ils vont rester coincés dans ce tunnel pendant un sacré bout, et il y en a un des 3 qui va juste complètement péter une coche. On va un petit peu explorer les relations en temps de crise, puis comment notre personnage, pourquoi notre personnage qui pète une coche va complètement péter sa bulle, qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour qu'il réagisse ainsi, à la différence des autres qui vont garder leur sang-froid, ou pas d'ailleurs. Donc un petit peu, on explore toutes les différentes personnalités des personnages avec cette ambiance toujours très oppressante. Donc c'est un véritable chef-d'œuvre qui est passé classique, il faut absolument lire ça si vous aimez tout ce qui est post-apocalyptique. Ça s'appelle Dragonhead, ça va être terminé en 5 gros volumes de même. Et pour terminer, ma dernière sortie de la semaine, c'était très attendu, c'est l'adaptation manga de La Guerre des Mondes de H.G. Wells. Alors c'est dessiné par 2 jeunes auteurs. C'est une magnifique édition vraiment. Ki-hoon a fait du très beau travail, donc un cover rigide, des pages noires, un petit peu comme on avait dans la Black Edition de Death Note, un format légèrement agrandi, donc vraiment une très très belle édition, un très beau rendu aussi de l'adaptation manga qui est très fidèle à l'œuvre originale. Les auteurs se sont permis en fait une seule chose qui est différente, c'est que le point de vue, le personnage principal est différent. En fait c'est un photographe qui va être pris dans les premiers événements, les premières manifestations des aliens sur Terre, qui va voir les premiers massacres qui sont perpétrés, qui va avoir l'occasion de photographier tout ça pour prouver ses dires. Et c'est à peu près la seule chose qui va différer de l'histoire originale. Donc notre photographe en fait va emmener sa femme, ses affaires, et puis fuir pour essayer de fuir l'invasion d'aliens, mais va rapidement se rendre compte qu'en fait l'invasion est partout. Alors, le scénario est très bien monté. La seule chose qui pêche, c'est un petit peu les dessins. Donc, vous allez voir que moi, je m'attendais un petit peu à, étant une habituée des adaptations de Lovecraft en ce moment, je m'attendais à un dessin qui serait un peu de ce niveau. Puis finalement, on est sur un dessin beaucoup plus simple. C'est très bien fait, mais c'est pas forcément impressionnant. C'est très codifié. On est sur un dessin très très shonen, alors que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus seinen. Attention, malgré le dessin shonen, c'est quand même très violent. Quand les aliens attaquent, là, les gens se font découper en morceaux, puis pas à peu près. Comme ça, voilà, ça fait des espèces de rayons où ça découpe absolument tout sur son passage, comme ici la forêt. Fait que c'est quand même intense, mais le dessin est assez simpliste. Très bien fait, très bien maîtrisé, mais simple. Ça m'a pas dérangé à la lecture, comme je disais, c'est bien fait, mais je ne m'attendais pas à ça. Fait que si vous aimez les adaptations littéraires en manga, vous allez probablement aimer celle-ci. Comme j'ai dit, ça nous tient vraiment en haleine. Il y a des plans, voilà, ce plan-là particulièrement est absolument magnifique.
je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve... c'est pour ça que je me sens mal de critiquer les dessins parce qu'il y a quand même certaines planches qui sont absolument malades. Ça va être une adaptation terminée en 3 volumes seulement, donc une petite série courte. Donc c'était La guerre des mondes. Et c'est pas mal donc ce qui va conclure ma présentation de manga de la semaine. Alors si je devais résumer un petit peu nos sorties dans les tops, j'irai, en fait j'ai beaucoup de tops cette semaine. J'irai bien évidemment avec Dragonhead parce que c'est un classique puis qu'on peut juste pas passer à côté. Je pense que j'ai à peu près 3 éditions différentes dans ma bibliothèque personnelle de Dragonhead, là, pour vous dire. La guerre des mondes, très attendue, très belle édition, très beau travail de la part de Ki-hoon et vraiment on nous tient en haleine. Men's Life, pour l'humour vraiment complètement désopilant, les personnages super bien montés, qu'on aime vraiment suivre sur des longues séries fleuves. Et puis Vlad Dracula, j'aime beaucoup l'historique et celui-ci est particulièrement bien fait. On découvre l'histoire d'un personnage historique qu'on ne connaît absolument pas, alors que dans sa version fictive, on le connaît tous par cœur. Donc vraiment, vraiment un super beau... manga historique. Puis dans mes flops, j'en aurais qu'un parce que j'ai vraiment pas accroché, c'est Où est le club des chats. Vraiment, j'ai pas vraiment saisi où voulait nous emmener l'auteur avec ce type d'humour. J'ai vraiment bien aimé les dessins à la Simpson, là, comme je vous le disais, regardez les espèces de gros yeux puis les bouches grandes ouvertes, mais j'ai pas vraiment saisi le propos de l'auteur là-dedans. Fait que ce serait mon flop de la semaine. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, on va poster du contenu super intéressant chaque semaine sur les mangas, autant les sorties que du contenu plus informatif et moins d'actualité, je dois dire, pour les gens qui veulent découvrir le manga, se lancer. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, puis à commenter pour nous dire ce que vous avez aimé, moins aimé, parce qu'on a besoin de vos commentaires pour s'améliorer. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour plus de sorties manga. Bye bye.